Bonjour à toutes et tous et bienvenue au MBA MDIA, le MBA Marketing Digital et Intelligence Artificielle de De Vinci Executive Education. Nous avons une invitée de prestige aujourd'hui, c'est Emmanuelle Leneuf. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous. Alors je dis invité de prestige parce que pour celles et ceux qui s'intéressent au digital et à l'IA, t'es quand même assez incontournable. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans et le lancement d'un média qui s'appelle Flash Tweet. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois, qu'on revienne sur ce qu'est Flash Tweet et sur cette incroyable transformation qu'on vit maintenant depuis plus de 10 ans avec le digital. Parce que toi, à la base, Emmanuel, tu viens de l'éditorial, tu viens du journalisme, hein, si je me trompe pas. Exactement, tout à fait. Donc moi je suis un exemple à moi toute seule de transformation numérique, on peut dire, puisque en gros j'ai fait toute ma carrière dans la presse écrite, donc même pas dans la presse audiovisuelle ou radio. Et donc je viens de l'écrit et je viens plus précisément d'une lettre économique confidentielle qui s'appelle toujours, je pense, même si elle a été rachetée, la lettre de l'expansion. En gros, la lettre de l'expansion, c'était c'est une lettre pour les décideurs du CAC 40, du SBF 120, des ministères, pour savoir en avant-première ce qui va se passer, ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans les ministères. Et pour vous dire, il n'y a même pas de photos, c'est du A4, du A4 pur, avec que de l'info, c'est pas signé, donc voilà, format un peu dépêche AFP. Donc voilà un peu pour l'univers duquel je viens en fait. Moi j'étais grand reporter pour la lettre de l'expansion jusqu'en 2014, fin 2014 à peu près. Et j'ai quitté à l'occasion d'un énième plan social que vit mon secteur malheureusement depuis un moment, parce que j'avais envie de créer un média pour les entrepreneurs qui innovent. Et je voulais créer, donc on était en 2014, un réseau social d'information pour les entrepreneurs qui innovent, mais pas seulement parce qu'ils ont un produit innovant, mais parce qu'ils ont un business model innovant, une façon de se financer qui est innovante, une façon de gérer leurs salariés qui est innovante. Et je voulais surtout rayonner sur l'espace francophone que je trouvais qu'on n'utilisait pas assez pour pouvoir mettre en contact ces entrepreneurs qui avaient envie d'aller à l'international, donc sur la zone francophone, donc Afrique, Canada, tout ce qu'on peut imaginer, Asie, il y a plein de pays qui parlent français en fait, et pour avoir un premier contact dans ce pays et pouvoir organiser son internationalisation. Donc, Alors attends Emmanuel, il faut qu'on rappelle ce qu'est quand même cette période, parce que donc tu disais, en fait avec la lettre de l'expansion, même si le format de la lettre était aride, en fait avait quand même accès aux coulisses et aux informations structurantes de l'innovation. Entre 2010 et 2015, on assiste en France, en Europe, à l'émergence de la Startup Nation et à l'entrepreneuriat digital. Et c'est pour ça que tu te dis, attends, il faut faire quelque chose, il faut contribuer à la croissance de cette communauté. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour être tout à fait exact, si on parle pas que de la lettre de l'expansion, pour moi, ça avait commencé en 2000 en fait, quand j'avais quitté la presse régionale. Moi, je suis à Paris, donc je travaillais pour Le Républicain du Val-de-Marne, qui était vraiment à côté. Et donc j'avais quitté Le Républicain du Val-de-Marne à l'époque, et je voulais déjà créer une newsletter pour les décideurs, mais du Val-de-Marne, parce que qu'est-ce qu'ils avaient en leur possession à l'époque, c'était Le Républicain ou Le Parisien, donc quand même des médias qui étaient très axés sur les faits divers. En fait, tout ça pour dire que l'innovation m'intéresse depuis le début de ma carrière, et donc j'avais fait une formation chef d'édition web. Donc c'était la grande époque avant l'explosion de la bulle Internet, où on avait avec un PowerPoint, on pouvait lever des millions d'euros, j'exagère à peine. Tu t'allais dans des soirées, des meet-up, pouvais le lendemain lever 100 000 euros, 200 000 euros assez facilement. Et donc je me suis dit, quand même, avant de lancer mon média, je vais aller dans un média plus classique, on va dire, mais digital, qui était le 18h.com, qui dépendait de l'expansion. Et donc à l'époque, c'est pareil, j'arrivais, moi, les journalistes, les classiques, parce que évidemment, on n'était pas au même endroit, hein. Faut s'imaginer, c'est des mondes qui ne se parlaient pas. Pour les journalistes classiques, nous, on était les petits jeunes. Donc à l'époque, j'étais
pas jeunes, et dans l'équipe, il y avait pas que des petits jeunes, évidemment. Et donc nous, donc pendant 1 an, j'ai fait ça. 18h.com, c'était quoi? C'était le quotidien en ligne de l'expansion. L'idée, c'est d'avoir un rendez-vous entre 18h et entre Le Monde et Les Échos, et axé sur l'économique avec un format très carré qui était je fais l'info et puis la mise en perspective. Mais c'était globalement du desk, ce qu'on appelle du desk, c'est-à-dire que on travaillait à partir des dépêches AFP, on travaillait à partir des articles, des bases documentaires, mais on n'allait pas sur le terrain parce que voilà, c'était pas possible, on n'avait pas le temps, et bon, c'était conçu comme ça. On voit déjà Berger qui ensuite va structurer et structure encore aujourd'hui ton flash tweet. On parlait Ouais, tout à l'heure du 18h de ouais, l'expansion. On parle de ça, c'était avant les réseaux sociaux. Et en fait, quand ouais, tu crées Flash Tweet donc en 2015, ouais. le réseau social pour partager des informations et faire sa veille, notamment sur le business et le digital, c'est Twitter à l'époque. Ouais, dans l'histoire, c'est que donc je commence à regarder comment faire ce fameux réseau social d'information pour les francophones, et je me rends vite compte que en fait, il faudrait investir énormément d'argent que je n'avais pas. J'étais seule, j'étais une femme, donc compliqué de lever de l'argent pour faire un Facebook like, parce que tout le monde me disait: «Ah oui, mais alors, du coup, bah, faut faire un Facebook like, ex nihilo». Bon, moi, j'avais pas les moyens de développer une plateforme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais effectivement un compte Twitter à l'époque. On avait juste créé un compte, mais bien évidemment, on ne pouvait pas s'en servir puisque notre information étant confidentielle, donc payée premium, etc., elle était destinée à nos abonnés. Donc, je ne pouvais pas la mettre sur les réseaux sociaux, et je ne pouvais pas mettre de lien non plus sur les réseaux sociaux, puisque pour les mêmes raisons. Donc je me suis dit: «Bah, quand même, je vais aller voir ce qui se passe sur Twitter exactement. Je dois tester un peu, la bête, enfin le réseau social». Enfin, je suis arrivée sur Twitter et j'ai fait quoi? J'ai fait 2 constats. Il y avait à la fois l'infobésité, trop d'informations, une timeline, on sait plus où donner de la tête, il y a trop de tweets qui arrivent. À l'époque, il faut se rappeler que Twitter était vraiment le rendez-vous incontournable. C'était, je pense, pour moi en tous les cas, l'âge d'or de Twitter, vraiment, où les gens étaient là pour faire, pour créer des connexions, pour partager, pour échanger. Voilà, c'était vraiment ça Twitter à l'époque. Et donc moi je commence à regarder ce qui se passe, à tweeter des choses, et au fur et à mesure, et des gens arrivent. Et puis un jour, je me suis dit: «Mais en fait, entre l'infobésité et ce qu'on appelait à l'époque la FOMO, donc the fear of missing out, j'ai peur de rater l'information parce que je suis pas devant ma timeline, qui était très, très forte à l'époque parce que Twitter était très puissant, parce qu'il se passait des choses sur Twitter. C'est-à-dire que c'était devenu un peu comme l'AFP, c'est-à-dire moi, il y a plein de choses que j'ai apprises qui se passaient, par exemple les attentats, c'est sur Twitter que j'ai appris qu'il se passait quelque chose, notamment grâce à Rémi Buzine à l'époque, qui n'était pas à Brut, mais qui couvrait, qui faisait des lives et qui couvrait, l'actu. C'était vraiment, le lieu effectivement où on est s'informer, Twitter, non sur le digital, mais aussi, sur ce qui se passait dans le monde, en fait. Et donc je me dis, voilà, entre infobésité, FOMO, je me dis: «Il faut créer un rendez-vous tous les matins à 7h30 avec les 10 informations qu'il fallait pas rater sur l'innovation et le numérique, éditorialisé, pardon, avec des rubriques». Donc ça, c'est mon profil journaliste, toujours construit de la même façon, à savoir l'info chaude, sur toute la première partie, l'info froide sur la deuxième partie, une infographie au milieu, qui se terminait par un must read. Enfin, il y avait tout un rituel, enfin pas un rituel, la construction d'une matinale. C'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça, une matinale digitale, sur la transformation numérique, qui permettait de traiter les sujets dont je vous ai parlé finalement, c'est-à-dire comment le numérique impactait le business model des entreprises, leur organisation, et cetera. Donc on Alors parlait Emmanuel, c'est aussi pour ça. bien. Ouais, c'est pour ça que je disais que tu vois ce 18 heures de l'expansion, tu vois, qu'ensuite tu l'as appliqué à Flash Tweet avec cette matinale, c'était en fait tous les matins Flash Tweet, hop, et on avait les informations clés de la veille ou de la journée pour avoir les idées bien claires sur ce qui se passe dans le digital à l'international et aussi en France.
Ah bah oui, parce que moi, de toute façon, comme c'était 7h30, donc je me lève. J'étais matinalière, en fait, ce qu'on appelle une matinalière dans la presse. C'est-à-dire que tu te lèves très tôt, pour avoir les infos que tu vas chercher sur les sites américains ou les sites asiatiques. Et moi, l'enjeu à l'époque, il faut vous rappeler que Twitter à l'époque, c'était 140 caractères. Donc évidemment que je ne faisais pas d'articles. Mon travail, c'était de sélectionner les 10 informations pertinentes, à la fois sur la tech, donc pure, sur la transphonium, comment une entreprise se transforme, sur l'intelligence artificielle. À l'époque, on parlait de big data, sur l'innovation, sur la réalité virtuelle, etc. Voilà, il y avait des rubriques. Et mon enjeu, c'était en 140 caractères de leur faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'il fallait aller voir pour creuser. Et donc, ils avaient bien évidemment le lien vers la source américaine ou asiatique, en anglais évidemment la plupart du temps, et puis un peu en français selon les sources. Moi, j'avais un ensemble de sources dans laquelle et j'allais aussi sur les blogs à l'époque qui étaient pas tellement couverts par la presse classique, mais les blogs type MIT, les blogs vraiment experts, voilà. Donc j'ai vu arriver une communauté de décideurs du numérique qui, eux, étaient déjà intégrés sur Twitter, qui avaient déjà leur propre communauté, qui, en gros, ont trouvé l'idée géniale et qui disaient, bah, le matin, venez voir ce qui se passe. Et c'est créé un espèce de mouvement fédérateur autour du flash tweet et qui a permis au flash tweet de grandir, d'être viralisé finalement par bah, ces personnalités en fait qui étaient là, ces décideurs du numérique qui étaient soit chez AXA, soit chez IBM, soit chez BNP Paribas, enfin toutes les grandes entreprises qui étaient là, bah, elles étaient là à titre perso, hein, bien évidemment, c'était pas les comptes corporate et qui en gros, enfin ont alimenté, j'ai envie de dire, ce rendez-vous par leur propre connaissance, par leur propre expertise, parce que bah ils rebondissaient sur l'information et disaient ah bah oui là c'est intéressant parce que si parce que ça, ah oui ça m'a fait réfléchir, etc. Bref, ça crée une vraie un vrai rendez-vous informationnel mais aussi relationnel. Et c'est comme ça que donc la communauté a grandi très très vite et donc on est passé rapidement de 1000 à 10 000 followers. Et il y a eu un peu 2 moments clés, si tu me permets d'y revenir, dans la construction de cette communauté puisque, c'est important pour la suite. C'est-à-dire que, je rencontre, un pa le patron, d'espace collaboratif qui s'appelait Open Mind Café à l'époque, qui depuis ont été revendus, mais qui en gros accueillaient les boîtes du CAC 40 faire leur journée innovation. Parce qu'à l'époque, il faut se remettre aussi dans le contexte, 2015, 2016, 2018, c'est la grande époque de l'open innovation, de comment on travaille avec les startups, de comment je fais pour que mes salariés deviennent des innovateurs en chef, comment je leur fais prendre conscience de tout ce mouvement digital. Donc, je les acculture au digital. Donc, je suis devenue une ambassadrice quelque part de ce mouvement, de ce sujet, puisque les entreprises m'associaient pour faire prendre conscience à leurs salariés de ce qui se passait sur Internet, mais dans la vraie vie, qu'il fallait voilà changer de mindset et être à l'affût de ce qui se passe parce que le monde changeait très vite. Et donc, en termes de comment dire d'étapes structurantes dans la vie du flash tweet, il y a donc eu cette rencontre avec Xavier Ginoux à qui je raconte la même histoire que je suis en train de vous raconter, hein, exactement pareil, et qui me dit ah mais c'est génial, mais il faut les faire se rencontrer ces gens-là. Je dis ouais, mais moi à l'époque je n'ai pas de structure, voilà, moi j'ai commencé, faut aussi comprendre que j'ai commencé, j'avais cette idée qui est née dans ma salle de bain, comme je l'ai dit souvent en conférence, et c'est vrai, où j'ai vraiment eu ce flash, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire, une matinale digitale avec les 10 informations qu'il fallait pas rater. Le lendemain, je l'ai fait. Donc j'ai mis une image, j'ai dit bonjour, vous avez rendez-vous avec le flash tweet dans 10 minutes. Et 10 minutes après, j'ai commencé à publier mes infos. Et puis à la fin de ce flash tweet, il y a eu 2 moments très très marrants. Il y en a un qui m'a dit ah mais excuse-moi, mais c'est quoi le flash tweet? Donc j'ai dit ben voilà, c'est quoi? C'est une matinale digitale, c'est les 10 informations qu'il fallait pas rater
sur l'innovation et le numérique. Donc, j'ai défini le flash tweet. Donc, ça, je l'ai repris tout le temps à chaque fois que je publiais le flash tweet. Et puis, un autre qui a sorti un chat, c'était une image, et le chat sortait de la douche, il avait une serviette sur la tête et il dit: «J'étais sous la douche, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et donc j'ai repris l'image du chat, c'est devenu mon premier logo et le chat, il dit: «Vous êtes sous la douche? Bah, dépêchez-vous parce que dans 10 minutes, vous avez rendez-vous avec le flash tweet». Enfin, tout ça pour vous dire que c'est vraiment la communauté qui m'a aidée à grandir et on arrive donc au fameux, flash tweet apéro que, Xavier Ginoux me permet, d'organiser donc dans son Open Café avec un cabinet en facilitation stratégique qui s'appelle In Principio, Olivier Réau, et qui donc, pro bono en fait, et je trouve des partenaires à droite à gauche, pour organiser ce premier Flash Week apéro. Donc la facilitation stratégique, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le terme ou avec la notion, c'est de l'intelligence collective. C'est comment on met autour de la table les salariés ou un groupe et comment on le fait travailler ensemble pour arriver à finalement à trouver des solutions à un problème identifié. Donc tout l'enjeu pour ces cabinets, c'est de faire travailler ensemble des gens qui au départ, ont pas forcément envie de s'investir, qu'il faut, voilà, motiver et qu'il faut responsabiliser et donc c'est ce qu'il fait et donc le thème de Flash Foot Apéro, c'était, comment rendre durable cette matinale, live, puisque moi, je n'avais pas de business model, ça me prenait un temps fou, hein, faire le Flash Tweet, c'était 3 à 4 heures par jour. Ensuite, il fallait répondre à la communauté. Donc, moi rapidement, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Je continue sur mon projet d'origine ou est-ce que, je prends le train et on va voir où ça me mène?» Et j'ai pris le train pour voir où ça me mène et on est 11 ans plus tard donc, avec, tout ce qui s'est passé, pendant ces 11 ans où, la matinale a grandi. Donc, ils ont réfléchi, mais chacun en groupe et pour vous dire, bon, mais ça c'est un souvenir un peu personnel, mais de voir tous ces gens qui étaient là, qui étaient globalement des décideurs, je sais pas, qui venaient d'AXA, qui venaient de la SNCF, qui venaient de GRDF, enfin bref, qui venaient de grands groupes et qui ne me connaissaient pas. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est pas des amis, c'est pas des gens que je connaissais avant, qui se sont mis autour de la table par petits groupes pour réfléchir à, rendre, durable cette matinale, donc réfléchir à son business model. C'est un moment, très, très émouvant, personnellement où je me dis: «Ah ouais». Parce que quand les gens vous disent ça, vous dites: «Oui, mais en fait, comment ça marche?» Ça marche, en fait, voilà. Mmh. Ça marche et c'est hyper stimulant, hyper émouvant de vivre ça. Mais le côté réseau social, pour moi, était fondamental. C'est-à-dire mettre en relation les gens et donc oui, si on peut parler peut-être des trucs un peu importants par rapport à ça et d'avoir en tête que le flash tweet a été un média donc créateur de liens, de connexions est un média fédérateur et qui a donné naissance à des mouvements collectifs. Je m'explique. Donc il y a eu un mouvement qui est né par l'intermédiaire du flash tweet, parce que les gens se connaissaient, autour du flash tweet. Il y a donc eu e4emploi, qui était une, initiative avec Alban, Jarry et cetera, une quinzaine d'influenceurs, enfin de gens qui avaient un peu de visibilité mais qui se sont rencontrés, dans un DM qui avait été créé autour du flash tweet et le flash tweet a permis de viraliser complètement cette initiative qui donc permettait aux, talents, aux personnes qui cherchaient un emploi de, les mettre en visibilité par rapport à leur, futur employeur, en, repartageant tout simplement leur profil, en les mettant en avant et cetera. Et donc le premier, c'est aussi pour faire conscience de la puissance d'un réseau social. C'est-à-dire que le e4emploi était trending topic. Le flash tweet a été trending topic à de nombreuses reprises, mais le e4emploi a été trending topic quand on l'a lancé. Pourquoi? Parce que j'ai tagué un Nico Sayagas, parce que j'ai tagué une Laurence Parisot, parce que j'ai tagué des personnalités qui ont repartagé et qui ont fait que l'initiative a été virale. Ah oui, parce qu'au départ, c'était, le propos, c'était sauver une usine.
qui ne trouvait pas de repreneur et qui donc était perdu au fin fond de la Corrèze. Et donc, on s'est saisi du sujet et tous les jours, moi, je commençais le flash tweet avec, voilà, cette entreprise recherche des repreneurs, faites passer le message, viraliser, partager et voilà. Donc, l'histoire s'est faite comme ça. Ensuite, il y a eu les Digital Ladies Analyze qui se sont créés aussi par l'intermédiaire du flash tweet et qui ont été créés pour renforcer la place des femmes dans la tech. Donc, un Doutang, dont je suis présidente d'honneur. Et Alors on le redit, Digital Ladies and Allies. Et les alliés, parce qu'on voulait associer les hommes, bien évidemment. Et donc, moi, j'avais créé un Follow Friday, mais destiné uniquement à une créatrice, à une woman in tech, plutôt. Et je faisais un mini portrait à l'époque, on était passé en 280 caractères. Oh, waouh! 2017. Je faisais un portrait de la femme en question. Et donc, ça lui donnait de la visibilité, etc. Et ensuite, Ouais, mais attends, alors, Emmanuel, juste pas mal de nos étudiants et de nos spectateurs ne connaissent pas forcément ce qu'a été Twitter, parce qu'aujourd'hui ils connaissent X, et d'ailleurs tu vas en revenir parce que ça c'est aussi une des raisons de ta bascule ensuite vers LinkedIn. Peut-être que vous avez justement dans votre entourage ou vous-même une petite nostalgie de ce qu'a été Twitter justement jusqu'à peu près en 2019-2020. C'était un réseau social unique avec ses habitudes. Tu parlais toi du Follow Friday, donc c'était mettre en avant le vendredi des comptes qui nous inspiraient, qui nous ont appris des choses et dire ben voilà, suivez ces comptes parce que ils vont vous informer, vous passionner à tel ou tel sujet. Il y avait aussi les lectures du lundi, alors je sais plus, c'était Monday Motivation aussi. Enfin voilà, un peu ces rituels de publication éditoriaux qui fait que Twitter c'était un très grand village avec plein de communautés et d'écosystèmes. Et toi, Emmanuel, le flash tweet, c'était un pilier de cet écosystème digital et de l'innovation en France. Ça, c'est jusqu'en 2019-2020. Ouais, c'est ça. Donc 2020, arrive le Covid. Donc ça, c'est une première rupture, on va dire, parce que finalement, les gens aussi me consultaient le flash tweet le matin avant d'aller au travail. Ils consultaient le flash tweet dans les transports en commun. Donc déjà, il y avait plus les transports en commun. Les réunions dans les grands groupes commençaient très tôt en visio. Donc ça a un peu cassé la dynamique, on va dire. Ce qui était avant un écosystème qui était très vivant autour de l'innovation, avec des meet-up, avec plus savoir qu'en faire, avec des rendez-vous, avec des conférences que je donnais parce qu'on me demandait de témoigner en fait de ce qui se passait et d'expliquer effectivement, comme je le fais aujourd'hui, ce qui se passait sur le digital. Ça a été un peu, ça n'a jamais repris. Voilà. La dynamique a été quand même cassée par le Covid. Les entreprises et les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes, sur leur cercle finalement, leur écosystème. Et du coup, moi clairement, il y a eu 3 vagues de désintérêt, on va dire, même de départ de Twitter. C'est effectivement à ce moment-là. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Elon Musk 2020, après 2022, et la dernière vague, c'est là avec Trump. Twitter est devenu X puisqu'il a été renommé par Elon Musk X et que en gros l'algorithme aussi de Twitter a changé à ce moment-là. Moi, dans mes informations, je ne faisais pas ce qu'on appelle, comment il faut que je trouve un terme. Et le politique a aussi pris le pas sur tout le reste. Exactement. Et du coup, il a été extrêmement difficile de toucher sa communauté, tout simplement d'être vu, quoi, d'être trouvé, alors qu'avant, tout le monde retweetant, repartageant les informations, à chaque fois, j'avais des gens qui venaient, qui arrivaient à un rythme. C'est comme ça qu'on est passé de 1000 à 50 000 abonnés, plus de 50 000 aujourd'hui. Mais clairement, ça, c'est terminé parce que Elon Musk change les règles du jeu. Il y a énormément de bots aussi qui arrivent. Moi, je me souviens une fois avoir été prise par les bots. C'était terrible, quoi. Il y a une espèce, on a l'impression d'être pris. Il y a un truc qui se passe mais on voit bien que c'est un bot. Ça peut pas être un humain qui retweet comme ça. C'est pas possible. Et donc il y a un truc qui un peu de dépossession aussi qui est assez étrange.
donc moi, j'ai continué quand même contre vents et marées parce que j'étais attachée à la plateforme. C'est vrai que tu as continué sur X, donc sur l'ancien Twitter devenu X, mais en parallèle aussi, tu as développé LinkedIn. C'est juin 2024, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'arrive sur LinkedIn, cette fois avec un format newsletter. Et l'idée étant de se dire, je vais faire un format plus long, plus plus raconté, voilà. Et je vais raconter les 10 moments clés, on va dire, de la semaine. Et je vais aussi raconter, quand je vais sur des événements, un peu prendre du recul. Voilà. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passait autour de l'intelligence artificielle. Donc là, évidemment, difficile de passer à côté puisque de toute façon, ça rebat les cartes complètement dans tous les métiers. Et donc moi, qu'est-ce que je vois arriver? Les premiers, ceux qui étaient là au tout début, qui s'abonnent. Donc je sais pas, 48 heures, j'ai de 1500 abonnés. C'était intéressant, mais on arrive un peu aux mêmes enjeux qu'avec Twitter, c'est-à-dire que au fur et à mesure, l'algorithme vous met un peu, on va dire, dans une voie de garage. Parce que en gros, voilà, je raconte pas ma vie. Moi, je fais toujours ce que je sais faire, à savoir décrypter les grands mouvements autour du digital et aujourd'hui autour de l'IA, comment l'innovation est en train de transformer les métiers. LinkedIn ne pousse pas ce genre de contenu. Et donc, en fait, les relations se font beaucoup par les commentaires. Donc, c'est important d'avoir ça en tête aussi pour vous. C'est l'importance des commentaires et d'autant plus que maintenant LinkedIn met les impressions de vos commentaires. Donc, du coup, ça veut dire que vraiment pour l'algorithme, c'est important. Et vous, pour vous, c'est un moyen de connaître des gens, de faire connaissance avec des gens et d'élargir votre réseau, autant que de poster quelque chose sur LinkedIn. Comme il y a énormément d'outils aussi qui permettent d'automatiser la mise en relation sur LinkedIn, les gens regardent pas leur messagerie en fait sur LinkedIn. Et donc, comment on fait pour te suivre? Qu'est-ce qu'on trouve comme info? Raconte-nous. Alors, pour me suivre, c'est très simple, Emmanuel Leneuf. Sur mon profil, vous trouverez donc la newsletter qui s'appelle Mes Flash Leneuf. Donc, évidemment, je m'appelle Emmanuel Leneuf pour ceux qui savent pas. Leneuf dans l'IA. Et c'est toutes les semaines les 10 informations décryptées autour de l'IA. Et l'idée, c'est d'avoir aussi des insights. Donc, il y a l'information et puis le neuf à capter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette information? Qu'est-ce que pour vous, pour un décideur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette information, tout simplement? Sur Twitter, donc, il y a toujours Flash Tweet. Pour terminer cette interview et cet enregistrement, donc l'année 2026, c'est l'année Flash Du Meet. grand renversement. Et c'est l'année aussi Flash Explorer. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces Flash Explorer? Quelque part, c'est quand même un moment unique puisqu'on va réinventer le Flash Tweet avec Flash Explorer et qui donc est une communauté pour aider les décideurs à se réinventer à la vitesse de l'IA. Voilà, et ça c'est une superbe conclusion pour cette interview. Donc si cette interview vous a plu, que vous souhaitez en savoir plus sur Emmanuel Leneuf, vous la retrouvez. Alors évidemment sur X Twitter, parce que Flash Tweet existe toujours. Allez également sur LinkedIn, en priorité d'ailleurs sur LinkedIn, trouvez le profil d'Emmanuel Leneuf. Abonnez-vous à sa newsletter. Ça c'est très facile, vous allez sur le profil newsletter, hop, vous vous abonnez et vous recevrez chaque semaine les bonnes infos sélectionnées, triées avec amour. Toujours et passion par Emmanuel et surtout regardez cette communauté premium qui s'appelle Flash Explorer parce que c'est la grande nouveauté 2026, toujours animée par Emmanuel et où forcément ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et de proximité avec Flash Explorer, donc surveillez bien ça. Merci Emmanuel pour cette interview et merci à vous de nous avoir suivis. Merci.